Janvier 2026. Depuis quelques semaines, j'ai la folle envie de faire une grande randonnée en Europe. Seulement, en hiver, c'est presque impossible, à moins de se donner le défi de traverser une île perdue au milieu de l'Atlantique. Un endroit où le printemps est éternel, où un climat tropical préserve des conditions parfaites pour randonner. Tu l'auras compris, je t'emmène à Madère pour arpenter ces forêts subtropicales, ces côtes aux falaises vertigineuses et bien sûr, ces montagnes volcaniques qui font la beauté de cette île. Moi, c'est Léo, et avec Arthur, nous partons avec une tente, 2 couchages, un réchaud et des provisions pour marcher en autonomie pendant 5 jours au milieu de cette île. C'est avec pas moins de 15 kilos sur le dos que nous essaierons de venir à bout de ce périple. En parlant de périple, nous débuterons ce dernier à l'extrême ouest de Madère au niveau de la mer, avant de grimper jusqu'au plateau Pol de Serra à près de 1500 mètres d'altitude. Ensuite, nous marcherons au milieu du massif montagneux central pour gravir le Pico Rubio, le point culminant de l'île. Nous devrions terminer notre voyage tout à l'est sur la pointe de São Lourenço, là où la roche vient directement plonger dans l'Atlantique. En tout, c'est près de 100 km de marche et plus de 4000 mètres de dénivelé positif qui nous attendent lors de cette grande traversée. Hop, voilà à l'extrême nord de l'île. Voilà, c'est tout cadré, c'est pas facile. Point de départ de la grande randonnée, voilà, demain. Ce sera même aujourd'hui. Il y a une petite mésaventure, je vous raconte tout à l'heure. Bon, nous voilà arrivés tout au nord de l'île, près de Porto Moniz. Bon, juste en bas, plus bas, juste là, il y a le camping. Vous vous doutez que si on marche pas vers le camping là, c'est qu'il y a eu un problème, que le camping il est fermé. Parce qu'en fait, il y avait marqué dessus réouverture le 30 novembre. On est le 18 décembre. On est le 18. Bon, c'est fermé. Donc, on commence la rando aujourd'hui finalement. On a trouvé un Airbnb pas trop cher, pas loin, juste avant de commencer le sentier de randonnée de demain. Donc on y va, on sera dans une demi-heure. Bon, c'est pas aussi rustique qu'on aurait aimé quoi. On nous oblige à avoir du confort. Dès notre arrivée dans le nord, à l'aube du grand départ, la première chose que nous remarquons, hormis que le camping est fermé, c'est que le vent ne semble jamais s'épuiser près de l'océan. Les nuages vont et viennent à longueur de journée, régulièrement accompagnés d'une rosée rafraîchissante qui se mêle sans mal aux embruns. Pour autant, certains petits habitants vaillants persistent à vivre aux abords de ces plages de galets aux conditions déplaisantes. Il suffit alors de prendre un peu de hauteur pour sentir le vent se calmer et profiter de la beauté de l'endroit dont la flore est nourrie d'humidité sans modération toute l'année. Car si la pluie n'est pas toujours pour nous plaire, la verdoyance de cette vallée dans laquelle nous dormirons sait largement pardonner cette météo aux allures tropicales. Demain, ce sera la première journée de marche, mais peut-être la plus ambitieuse que nous ayons prévue. Alors nous profitons des quelques heures qu'il nous reste pour préparer nos sacs afin de quitter le village de Ribeira de Janela dès le lever du soleil. Bon, réveil, il est 8h, le jour se lève à peine, c'est y part. C'est le jour de grande randonnée. Déjà on a galéré pour les PR, parce qu'en gros il faut réserver. On voulait prendre un passe 3 jours qui est sur le site, mais qui n'est pas réservable, donc on ne sait pas comment faire. Donc on va frauder. Là on est à une demi-heure à peu près, un peu moins peut-être, de l'entrée du PR. Donc en attendant, outfit of the day, un legging pour démarrer, je mettrai un short après qui est juste accessible là. En haut j'ai un pull pour l'instant, mais sinon un short coton, chaussures de trail et, le moins important, des bâtons, les premiers prix qui sont pas restés à l'aéroport. Bon allez, on est parti, c'est y part. Bon, là, premier PR, on est enfin arrivé. Là, c'est marqué. Il y a le panneau d'instruction qui nous dit que là, il faut payer. Or, on n'a pas réussi hier. Donc là, tiens, le GR1, il passe bien là en fait. En fait, je pense qu'ils ont créé le GR après parce qu'il apparaît pas sur internet le GR. Bon, en fait, on va suivre finalement le GR. Là, on a 2,7 km sur ce petit PR. Avec 300 de D+, c'est moins que ce qu'on a fait maintenant juste pour arriver au PR. Donc on entame maintenant la nature quoi.
La peinture. Ça va être trop bien. Allez, c'est y part. Ah, il y a le PR15. Il y a un petit aussi. Voilà, on est à la fin du PR15, donc le premier chemin de randonnée. Pas mal de montées, pas mal de marches comme ça, où finalement c'est pas si dur. Enfin, il n'y a pas de full dénivelé, puis surtout on a beaucoup d'énergie quoi. Pour l'instant c'est facile. La petite pause tout à l'heure, à la fin du PR, dans quelques centaines de mètres. Il va bientôt se mettre à pleuvoir a priori. On sent que c'est bien nuageux, c'est sombre. Petite goutte, donc on a mis les capotes sur les sacs. En laissant ce sentier derrière nous, on entre progressivement dans un autre monde, une autre ambiance. Nous quittons la forêt plus classique du bas de l'île pour rejoindre cette atmosphère tropicale qui fait la renommée de ces lieux. Hop, bah voilà, PR14. On a fini le PR15, première étape. Là, on est parti pour 7 km. Donc idéalement, on mange à la fin du PR là. Enfin de celui-ci, le midi. On est au bord d'une levada. Les levadas, ce sont ces canaux que tu peux voir le long du chemin de randonnée. Dès le XVe siècle, les Portugais ont entamé des aménagements titanesques. Le but était de créer un maillage d'irrigation, le plus souvent à la flanc de falaise, pour acheminer l'eau des montagnes du nord vers les terres agricoles du sud. Encore aujourd'hui, ce réseau, c'est près de 2500 km et représente près de 95% de l'irrigation agricole. Alors pour nous, marcher en entendant l'eau ruisseler sous nos pieds, c'est un peu comme écouter Madère nous raconter son histoire tout en nous montrant le chemin. Ah, voilà, beaucoup mieux. Bon bah là c'est la pause du midi. Voilà, on est arrivé à Fanal, à l'entrée du PR13. Donc on a fait PR15, PR14. Donc là on a fini. On a beaucoup monté ce matin quand même. On a vu les levadas, c'était trop joli. On s'est arrêté vite fait à une cascade. Et après on a fini de monter. Donc là il y a une aire de pique-nique. C'est le dernier PR de la journée après, mais le plus long. On a quasiment la même chose à faire. Pas trop de problèmes, on a croisé personne jusqu'à 10h. Et à partir de 10h, du coup, on a croisé quelques gens qui marchaient. Mais pas de gens comme nous autosuffisants. Ok, on est reparti après manger. On est arrivé directement sur une masterclass. On est sur un plateau. Donc changement de décor total, on passe de la jungle à des plaines carrément. Caillouteuse, très venteux. On a une vue sur tout le nord de l'île. On s'attendait tellement pas à ça en fait, parce qu'on sort de la forêt qui est très opaque, où on voit rien, on est pris dans le truc, on sait pas où on va en fait vraiment. Et là on arrive d'un coup tout en haut, et on est en mode ah ouais, on est là en fait. On est sur le plateau, donc comme je disais tout à l'heure, on est arrivé sur le plateau en début d'après-midi là. Donc là on avance bien dans le PR13 qui fait donc quasiment 11 bornes. Là il nous reste genre 4 km. Donc là vraiment on est un peu sur les crêtes, même si derrière c'est quand même le plateau toujours. Et c'est vraiment trop beau. On s'arrête pas beaucoup parce que le temps nous presse quand même. Une fois qu'on a fini le PR, il nous reste genre 4-5 bornes pour aller l'endroit où on va camper. Donc faut pas trop traîner.
Mais c'est vraiment des paysages de zinzin. Et en vrai on s'en lasse pas. Ça commence à être dur à la fin. Mais il n'y a plus qu'à rejoindre le camping. Enfin plus qu'à. Quand même 4 bornes. Bon voilà, fin de la première journée. On va pouvoir prendre l'apéro, se manger des mini bits. Ça passera tellement pas ça au montage ça. Oh, tu sais. Le soleil se couche, donc on arrive pile au bon moment. On a tenu le timing. Journée très ambitieuse, mais ça l'a fait. Aujourd'hui, 25,1 km me dit l'iPhone, et l'équivalent de 363 étages montés. Putain. Mais il faut que je le trouve en D+. Bon, ça va faire un bon 1000 mètres au moins. Le plus important, les sandales. Bon, nous sommes dans la tente. On a mangé vite fait. On s'est fait à manger dans la tente parce qu'on avait trop froid. Soirée tranquille, là on va faire dodo assez tôt je pense. Parce que la journée qu'on a eu dans les pattes. Et demain, bah voilà, réveiller à la première heure. Deuxième journée, départ, on y va. Voilà, arrivé sur le PR17 à l'entrée. Bon, il y a une banderole, mais a priori on peut quand même aller jusqu'à Nkumeda, c'est l'autre partie qui est fermée. En gros, on prend pas au milieu, mais à un tiers du chemin. Et la première partie est fermée. Bon, on a eu une petite banderole, on a un peu passé dessous, en mode on n'a pas vu. Je pense que... De toute façon, il y a personne ici. Ok, première crête, incroyable. Là-bas, tout le long des falaises, on voit mais plein de cascades. Là, rien que là, j'en vois 3. C'est absolument sublime. Petite pause gaufre devant le tunnel, enfin, à la sortie. Il nous reste un bon 2 heures avant midi je pense. Premier tunnel, regardez ça, là on va aller droit là-dedans. Je mets la lampe torche. Oh putain, on voit le bout. C'est incroyable. Oh c'est humide. C'est humide de zinzin, regardez. Changement de programme, on enlève les chaussures pour aller dans le tunnel parce que on a de l'eau un tout petit peu trop haut. Ça va nous arriver au mollet à peu près. Donc on voit le bout, c'est pas si loin, il y a pour 300 mètres je pense. Et bon, ça devrait le faire avec les chaussures dans le sac. Bon là on est dans le tunnel. Je regarde même pas la caméra parce que sinon je vais tomber. Là on voit tout au bout le point, c'est l'entrée. Là si vous regardez tout au bout le point, c'est la sortie, on est en plein milieu. Les pieds dans l'eau. Je t'avoue qu'à ce moment-là, on n'était pas serein. En quelques minutes, le monde disparaît. On se retrouve dans le noir complet, perdu au cœur d'un tunnel de 800 mètres de l'eau. Le plus dur, c'est la température de l'eau. Disons qu'il faudrait être fou pour s'y baigner. Et encore plus pour marcher pieds nus dedans pendant une demi-heure. Les chaussures à peine retirées, il n'aura fallu qu'une centaine de mètres pour que l'on ne sente plus un seul de nos orteils. Le froid paralyse tout, sauf quand la douleur d'un mauvais pas prend le dessus. Devant nous, le point blanc de la sortie semble figé, il ne se rapproche jamais. C'est là que le doute s'installe. On sait qu'il nous reste un autre tunnel comme celui-ci, et aucune issue de secours. Sera-t-il seulement praticable? Est-ce que le niveau de l'eau nous laissera passer? Finalement, on débouche dans la vallée voisine. Let's go! Derrière nous, la sortie. La réponse était oui. Le dernier obstacle s'efface, et on vient à bout de ce PR17. Il ne nous reste plus qu'à profiter après cette matinée qui n'aura pas été sans émotion. Le groupe s'agrandit, on n'est plus 2. Maintenant on est 5. Ça va les gars? Bon, elles passent pas les tunnels, elles aiment pas trop l'eau, mais ça avance. On va pouvoir faire la pause manger dans pas longtemps. Je pense qu'il doit être presque 14h.
Au menu, pour changer, semoule avec un peu de chorizo. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, nous voilà. Après le PR21, on a descendu quand même un bon 600 mètres de dénivelé négatif là en 3 km 3. C'était assez sport. Ok, là, faut que je t'explique pourquoi on descend aussi bas. En fait, en 2024, un incendie a ravagé une partie du cœur de l'île, notamment autour du Pico Ruvio, le point culminant. Le problème, c'est que le PR 1.3 est le seul chemin qui permette de relier directement l'Enkumeada, où on était, au sommet en longeant les crêtes. Mais malheureusement, suite à cette catastrophe, le sentier est toujours interdit d'accès pour des raisons de sécurité. Alors, on a dû changer de plan. On quitte les hauts plateaux pour aller vers la côte nord, direction Sao Vicente. Le but, c'est de contourner le problème pour tenter de gravir le sommet de l'île par une autre face demain matin. Voilà, avec Arthur au départ du PR 1.1, il est 9h15 à peu près je pense. Bon bah 8 km 2, 1200 de D+, sachant que tout en haut du PR on sera pas encore au Pico Ruvio, il faudra encore monter un tout petit peu. Bon, toujours un arrière-paysage près de la mer d'une grande qualité. Bon, plus très loin du refuge, en gros le PR il va jusqu'au refuge qui est à 1006 à peu près, et après le sommet il est à 1008, donc on mangera au refuge tout à l'heure. Là il est 11h passé, il doit être pas loin de 11h30. Je sais pas combien il me reste de kilomètres, entre 2 et 3. C'est épuisant mais on avance bien. On a un très bon rythme. Nous voilà enfin sur la crête tout en haut. Dans moins d'un kilomètre on est. Là c'est le sud de l'île qu'on voit maintenant. Et là, de l'autre côté, la face nord d'où on vient avec les nuages. On y va à fond, on a très faim. On est enfin arrivé en haut au refuge avec Arthur là. On mange un meilleur sandwich triangle avec. Donc au refuge ils vendaient le petit iced tea, le bon iced tea là qu'on se fait tout à l'heure. Hop, là-haut, Pico Ruvio à fond. Comme on le voit derrière, bah là il y a beaucoup de nuages, presque pluie. Enfin, c'est juste des nuages qui passent très vite, donc ça fait de la pluie, mais horizontale. Quand on est arrivé, il faisait très beau, et d'un coup ça a changé. En même temps, comme on est au sommet, les nuages juste ils passent super vite. Et si ça se décante pas, bah on va quand même y aller. On est quand même pas venu là pour pas monter au sommet, donc avec les nuages. Le sommet de l'île avec une vue. Machallah. Machallah. Arrivé au emplacement de camping, on a déjà mis la tente, la montée, on s'y est posé. On est bien fatigué, mais aujourd'hui on est tôt contrairement aux autres jours, 17h. Grosse journée encore, mais on est monté tout en haut du Pico Ruvio. Bon allez, ciao. Hop, est-ce qu'on me voit? Oui, on nous voit. Jour 4, on avance vite. On a démonté la tente. Magique, il fait beau, on se lève, il a plu toute la nuit, mais là il fait beau quand on se lève, donc c'est de bon augure pour cet après-midi, enfin pour ce matin, pour la journée. On a rempli l'eau, enfin moi je fais les stocks d'eau. On remet la casquette.
On est parti à y aller. J'ai vite rendu compte en fait que la liaison pour aller au PR9, c'est le PR9.1, c'est un autre PR qui est tout plat, donc ça c'est très agréable. Là on part sur 2 km full plat. Le PR9, c'est l'un des sentiers les plus connus de l'île, et à juste titre. Dès les premiers mètres, on plonge dans la Lauricile, une forêt de lauriers millénaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, le vert est omniprésent, étouffant, presque irréel. Le sentier est spectaculaire, la Levada est littéralement suspendue à flanc de falaise. On progresse sur des portions extrêmement étroites coincées entre la roche et le vide. Par endroits, la nature impose son passage. On est obligé de prendre quelques gouttes dans le cou pour franchir des cascades improvisées au milieu du chemin. En marchant, on découvre encore une fois des tunnels, mais cette fois, pas besoin de se mouiller les pieds. Par contre, on s'y cogne la tête et on perd vite de vue la sortie de ces galeries sinueuses et humides. Heureusement, après plus de 6 km à surplomber la vallée de Santana, le canyon s'ouvre enfin sur le Caldera au Verde. Une chute d'eau monumentale de plus de 100 mètres qui vient se fracasser dans un lagon couleur émeraude. Le bruit est assourdissant, l'air est saturé de brume, bref, le panorama est juste incroyable. Bon, pause repas, il est 14h passé. Il pleuvait un peu quand on a fini le retour du PR9. Donc on a continué. Du coup il s'est mis à faire meilleur. Mais on n'avait pas d'endroit où s'arrêter manger. Là on a trouvé donc comme vous pouvez voir un pont en fait. On est en train de faire cuire du riz avec un peu de chorizo. Il est tard mais c'est bien, on a bien avancé. Du coup on n'est plus très loin de Fayal. Là où on va dormir ce soir. Bon, jour 5, vendredi, de retour sur le chemin, près de la mer cette fois. On est quasiment au bout. Aujourd'hui on a 17 km au programme. On a de la chance parce qu'il pleuvait de ouf cette nuit. Et en se levant, le soleil était avec nous. Là objectif ce matin, faire tout le sentier côtier jusqu'à Canissal, la dernière ville avant la pointe de Sao Lourenço où on va cet après-midi et ce soir où on dort tout le jour. Bon, nous voilà, on a passé Boca do Risco là, on avance bien sur le chemin pour Canissal et au loin on commence à apercevoir Sao Lourenço. On voit le bout, après 5 jours, on n'est plus très loin. C'est très motivant, il y a beaucoup de vent là, on est vraiment sur la face nord. De toute façon on voit la mer là, vraiment des panoramas de dingue, c'est impressionnant. Cette pointe que tu vois s'étirer dans l'océan, c'est Sao Lourenço, le point final de cette aventure, à l'extrême est de l'île. Elle paraît si proche, mais elle est pourtant encore à plusieurs heures de marche. On quitte désormais la Vereda de Lorano, ce sentier suspendu au-dessus de l'Atlantique qui rase des falaises de plus de 300 mètres de haut. Le PR8 devait signer la fin d'une belle aventure, mais si les 3 km qui nous séparent du bout de l'île paraissent infimes au regard de ces 5 derniers jours, c'était sans compter sur la danse des éléments. Alors que nous atteignons la pointe, les hauteurs vertigineuses sous nos pieds laissent place à de violentes bourrasques qui viennent percuter nos sacs à dos à la moindre occasion. Cette simple promenade se transforme finalement en une épreuve où chaque pas est une lutte pour braver des rafales à plus de 100 km/h. En fin de compte, on parvient à la Casa do Sardinho en fin d'après-midi. Ça y est, l'objectif est atteint, traverser Madère à pied. Seulement, il est trop tôt pour savourer. Le vent est tel qu'il est impossible de dormir ici. Alors on doit déjà revenir sur nos pas et regagner la route avant que la nuit ne tombe. Bon, fin de l'aventure, on est revenu au rond-point du PR8, c'est bien fait tabasser par le vent. Trêve de faim, on peut ranger les bâtons. Allez, à plus. 5 jours pour arpenter une terre isolée au milieu de l'Atlantique. 5 jours qui ne se sont ressemblés d'aucune façon. Les forêts subtropicales, les levadas en équilibre au-dessus du vide, les cascades par dizaines ou encore les falaises qui plongent littéralement dans l'océan. À Madère,
Je venais découvrir la randonnée en autonomie, mais j'ai découvert bien plus que ça. Moi c'est Léo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure.